miniatures. Bon, on va dire que c'est bon. Je crois que je les ai tous, on va pouvoir y aller. Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler de ce que j'ai lu cet été au mois de juillet et d'août. De base je comptais faire un bilan pour le mois de juillet et puis un bilan pour le mois d'août, mais au final j'ai pas lu grand chose au mois de juillet. Donc j'ai décidé de faire les deux en un, ce sera plus efficace, plus rapide, plus intéressant. Et allons-y. Ah non, d'abord j'ai encore une chose à dire, j'ai décidé qu'à partir de maintenant dans mes bilans lecture vidéo, j'allais commencer à donner des cotes sur 5 étoiles à mes lectures. Parce que je me suis rendu compte que ça pouvait peut-être vous aider à visualiser plus concrètement quel était mon avis sur ces livres entre tout le blabla. Vous avez l'habitude. Donc on va le faire assez simple, 5 étoiles ce sera un coup de cœur absolu, 4 étoiles une excellente lecture, 3 étoiles une bonne lecture, 2 étoiles une lecture un peu moyenne, 1 étoile une mauvaise lecture et 0 laissez tomber. Alors sur le blog dans mes chroniques je mets aussi des étoiles et demie mais c'est un produit de ma nature indécise, c'est un peu du chipotage qu'on va ne pas faire ici, je pense. On verra. Commençons directement avec ce que j'ai lu en juillet, c'est-à-dire pas grand-chose, ça va aller vite. J'ai commencé l'été en lisant Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker, qui est une histoire qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. On y suit Pal, un jeune Français qui va quitter son père avec lequel il a une relation très proche pour aller s'engager dans les services secrets en Grande-Bretagne. On découvre alors au travers de Pal et de tout un tas d'autres personnages l'envers du décor des services secrets et de la résistance française. Et bon, je vais aller droit au but, ça a été un véritable coup de cœur, je lui ai donné 5 étoiles. Ce roman présente une toute autre facette de Joël Dicker, qui est notamment l'auteur de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a été son grand succès. Aragon, je filme. C'est mon chat, il est à ma fenêtre, bien sûr. Tout d'abord, contrairement à l'affaire Harry Kéber, qui est beaucoup plus axée sur l'intrigue, ici on est vraiment axé sur l'environnement dans lequel les personnages évoluent, c'est-à-dire cet environnement de guerre, les services secrets et tout le contexte historique. Ça fait qu'effectivement c'est une lecture beaucoup plus lente, mais je pense que c'est entre autres ce qui m'a tellement plu. J'ai adoré être immergée dans ce contexte historique et de découvrir petit à petit cette facette de la Seconde Guerre mondiale dont j'ignorais tout. Bon, je vous ai élaboré un avis un peu plus complet sur le blog, la chronique sera en barre d'infos, mais en attendant, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le recommande vraiment. On passe donc à ma deuxième et dernière lecture du mois de juillet, qui fut une relecture du premier tome des Gardiens des Cités Perdues. Alors j'ai relu ce tome-là dans l'optique de lire le tome 2, que du coup entre-temps je l'ai toujours pas lu, mais... Bon, alors je pense que tout le monde connaît cette saga, mais je vais quand même brièvement vous résumer le synopsis. Alors c'est l'histoire de Sophie Foster, une jeune fille de 12 ans, qui bien sûr n'est pas comme les autres, et qui va découvrir un jour qu'elle, en fait c'est une elfe, elle vit parmi les humains, mais elle est une elfe. C'est français ça, elle est une elfe. Elle a un elfe, une elfe, un elfe. Oui mais du coup comme elle est une fille, c'est... Et en le relisant, en fait, je me suis rendu compte que mon avis n'avait pas beaucoup évolué en 2 ans. C'est une histoire fantastique, très jeunesse, et ça se ressent, que ce soit dans la plume, les personnages, l'intrigue. Enfin, c'est pas une mauvaise chose, mais voilà, ça se sent quand même que c'est de la jeunesse. J'ai trouvé l'univers assez sympa, on va pas se mentir, la plume est super fluide, donc ça se lit vraiment très rapidement, c'est très accrochant. Le seul truc, c'est que je trouve que l'univers par moments manquait un peu de profondeur ou de développement. Parfois on avait l'impression qu'il y avait des trucs magiques, des concepts magiques juste comme ça, mais sans qu'on explique vraiment pourquoi c'était là, à quoi ça servait. Et du coup ça m'a un petit peu dérangée. Mais bon, la lecture n'en a pas été moins agréable. Je ne dirais pas non plus que Sophie est mon personnage préféré, c'est une jeune fille qui n'en fait qu'à sa tête, qui bien sûr est différente des autres. Bon, après c'est toujours un peu la même chose, mais voilà, elle est pas non plus désagréable. J'ai hâte quand même de voir la suite de la saga où l'auteur va emmener et l'univers, voir si elle va un peu plus le développer, et les personnages pour voir si elle va quand même les faire évoluer. Mais donc voilà, je peux totalement comprendre l'engouement qu'il y a autour de cette saga. Moi-même j'ai assez bien aimé ce premier tome, mais j'avoue que j'ai pas eu le coup de cœur pour cette saga, enfin pour ce premier tome, comme certaines autres personnes l'ont eu. Néanmoins, je suis très curieuse de découvrir la suite. Ah oui, et j'allais oublier, au mois de juillet, j'ai également commencé à lire 16 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, qui est un peu la raison pour laquelle je n'ai pas lu grand chose au mois de juillet, parce que je suis longtemps restée bloquée sur cette lecture que j'ai fini par abandonner. Donc voilà, là je vais pas vous donner un avis super complet parce que du coup je n'ai pas terminé, je crois que j'étais arrivée plus ou moins à la moitié, ah non même pas. Ce roman suit l'histoire de Ethan, un jeune garçon qui va un jour à l'école faire la rencontre de la nouvelle fille, comment elle s'appelait déjà? Elena? Non, si. Lena. Qui est une fille pas comme les autres, très mystérieuse, qui vient d'une famille un peu louche, et il va s'intéresser à elle et il va découvrir des trucs et... Bref, c'est une histoire fantastique romance, je pense, et je ne suis pas allée bien loin. Le truc avec cette histoire, c'est que j'ai vraiment vu des avis très extrêmes, il n'y a pas d'entre-deux, soit les gens ont vraiment beaucoup aimé, soit les gens n'ont pas aimé du tout. Et dans mon cas, c'est assez rare d'en arriver à un point où je mets la lecture en pause, ou je l'abandonne un peu parce que je pense que c'est un peu ça qui va se passer. Et ce qui me perturbe le plus avec cette lecture, c'est que
Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas parvenue à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait le plus dans cette lecture. Je ne sais pas si c'est le rythme ou si c'est vraiment les personnages. En théorie, il n'y avait rien de mal fait, mais je sais pas, il y avait un truc avec le feeling, ça passait pas. Donc peut-être qu'un jour je vais m'y remettre si j'ai le courage, mais pour le moment j'ai préféré juste la mettre de côté, pas me casser la tête dessus et juste lire autre chose parce que je sentais la panne de lecture arriver. Donc voilà, je vous tiendrai au courant s'il y a une quelconque évolution par rapport à cette lecture, mais pour le moment, je ne crois pas. Passons maintenant à ce que j'ai lu au mois d'août. Et on a commencé le mois en beauté avec Avid de Tom Clearlake, qui est un roman dont je vous ai parlé en long et en large dans ma dernière vidéo, donc je vais plutôt vous renvoyer à cette vidéo-là. Et si vous en avez marre de m'entendre parler et que vous voulez plutôt lire mon avis dessus, il y a une chronique sur le blog. Barre d'infos. J'ai ensuite lu, ou plutôt terminé, Peter Pan de J.M. Barrie, que je suis sûre vous connaissez tous, c'est un classique, voilà. Alors je dis terminé parce qu'il me semble que je l'avais déjà commencé au mois de juillet, et d'ailleurs je l'ai lu en anglais. Bon, je vais pas vous le résumer, hein. Vous connaissez Peter Pan, Capitaine Crochet, Wendy, la fée Clochette aussi, tout ça. Alors c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Ça a été un plaisir de redécouvrir cette histoire de mon enfance qui à la fois était exactement pareille et quand même totalement différente, parce que j'ai trouvé que c'était tellement différent de lire l'histoire de Peter Pan, et je pense que ça a vraiment tout à voir avec la plume de l'auteur et la manière dont c'est narré. L'auteur a un style tellement original, tellement prenant, et il décrit tout son monde imaginaire de la manière la plus naturelle possible qu'on en vient presque à croire que c'est la réalité. Enfin, je veux dire, bien sûr que les fées ça existe, et puis bien sûr que chaque maman, dès que son enfant s'endort le soir, va mettre de l'ordre dans l'imaginaire qu'il a dans la tête. Bien sûr, c'est bien connu, non? Mais donc même si je connaissais déjà l'histoire grâce au dessin animé Disney, ça a été tellement enrichissant de lire le livre, et du coup, je vous le recommande fortement. Et pour ce qui est de la VO, alors c'est clair que c'est un classique, donc ça a une plume un petit peu plus soutenue que n'importe quel autre livre, mais ça reste néanmoins encore relativement accessible, je pense, donc voilà, je vous le recommanderais si vous avez envie de le lire en anglais. J'ai ensuite continué mon mois de lecture avec Le ciel est partout de Jan D. Nelson, qui traînait dans ma palle depuis 1 an et demi. Vous pouvez m'applaudir, merci, je l'ai lu. Alors ici aussi l'histoire de Lenny, une jeune adolescente de 16-17 ans qui se remet de la perte tragique et très soudaine de sa grande sœur. Et puis bien sûr ce n'est pas tout parce que c'est une romance, donc vient à cela s'ajouter la découverte, la folle aventure du premier amour. Alors ce livre-ci, je vous avoue que c'est un roman que j'ai à la fois beaucoup aimé et à la fois un petit peu moins. J'ai un avis un petit peu mitigé, je vais vous expliquer ça. Donc dès le départ, il y a beaucoup de concepts qui m'ont beaucoup plu. J'ai directement adoré la plume qui arrivait parfaitement à retranscrire les pensées de cette adolescente. J'ai adoré le contexte, le décor, les personnages secondaires, même certains thèmes qui étaient abordés, par exemple l'absence de la maman de Lenny. Mais à côté de tous ces petits éléments que j'ai vraiment beaucoup appréciés dans le récit, il y a quand même un grand aspect majeur qui m'a déplu. Et il s'agit de la romance. Dans cette lecture, j'ai trouvé que la romance était quand même pas mal envahissante et qu'elle gâchait un peu le potentiel de l'histoire. Mais après coup, je me suis rendu compte que c'était pas tellement sa présence qui m'a dérangée, parce que bon, c'est quand même une romance, hein, mais c'est plus la manière dont elle a été développée, mise en exécution et exploitée. J'ai trouvé qu'en contraste avec d'autres thèmes que ce livre abordait, tels que le deuil, les relations familiales, la romance était un peu déplacée, un peu too much, un peu pas nécessaire. Après, c'est peut-être uniquement une question de goût, ça n'empêche que l'histoire était quand même très agréable à lire, très intéressante et que j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si pour moi, à cause de ses défauts, je ne lui ai donné que 3 étoiles. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai dit que j'allais donner des étoiles à toutes mes lectures, mais j'ai un peu oublié. Oups. Enfin bon, pour plus de détails, je suis en train d'écrire une chronique dessus qui va paraître sur le blog. Notez qu'à chaque fois que je dis ça, il faut encore attendre 2 mois avant que ça sorte, mais un jour, je mettrai mon avis complet sur le blog. On avance alors dans le mois avec la lecture du 2e tome de La Cité des Ténèbres qui s'appelle L'Épée Mortelle, il me semble, de Cassandra Clare. J'avais récemment relu le 1er tome, il me semble, en mai, parce que, à l'instar des Gardiens des Cités Perdues, j'avais envie de lire la suite. Encore une fois, c'est une saga super connue, dont on parle partout, qui a été adaptée en série et en film, et le truc avec cette saga, c'est que la saga de base ne m'intéressait pas tellement, mais c'est juste que partout, tout le monde parlait des spin-offs, des préquels, des sequels, et le truc c'est que pour pouvoir lire ces livres qui apparemment sont tellement bien, il faut commencer par la saga de base, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai lu le tome 1 que j'avais encore relativement bien aimé. Bon alors c'est clair, c'est du young adulte avec certaines ficelles qui sont vues et revues dans le genre, donc c'est pas sans défaut, mais j'avais vraiment bien aimé ce 1er tome. L'univers était intéressant, les personnages étaient des personnages de young adulte, et la plume était super fluide, ça se lisait super rapidement, c'était très accrochant. J'ai bien aimé ce 1er tome, donc j'ai lu la suite. Bon, que dire, ce 2e tome. Bon, l'univers est toujours aussi sympatoche, la plume est toujours aussi addictive, les personnages évoluent un peu, mais c'est tout. Pour le reste, l'intrigue est redondante, ça tourne en rond, il n'y a pas vraiment de fil rouge, on va un peu nulle part. Il y a du drama à souhait, c'est pire qu'en 6e primaire. Ça fait que par moments, l'histoire était un peu longue et un peu lourde.
En plus, les personnages étaient casse-pieds. Donc voilà, j'ai trouvé ce deuxième tome beaucoup moins bien que le premier. C'est comme s'il avait pris tous les défauts du premier et qu'il les avait accentués dans ce deuxième tome. Après, je vais pas non plus totalement cracher dessus. Je lui donne quand même 3 étoiles, c'est-à-dire une bonne lecture. Parce que, oh mon dieu, c'est follement divertissant. Certes, l'intrigue n'était pas dingue et les personnages un peu énervants, mais on peut pas s'empêcher d'avoir envie de connaître la suite. C'est très divertissant, très accrochant, donc voilà, c'était quand même une bonne lecture. Et finalement, on termine l'été en beauté avec ma dernière lecture qui fut ma lecture commune avec Elsa. Si vous avez vu ma vidéo avec Elsa d'il y a quelques semaines, vous savez déjà de quel livre je parle. Il s'agit du dernier tome d'Harry Potter, donc Harry Potter et les reliques de la mort, que j'ai lu en VO et Elsa l'a lu en VF. Alors j'ai pas tellement grand chose à dire sur ce livre-ci, c'était une relecture et bon, maintenant que j'ai fini de relire la saga, je peux officiellement dire que mon tome préféré est le tome 6. N'empêche, je crois que je donne quand même à ce tome-ci 5 étoiles parce que c'est un très bon tome. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, cet été j'ai pas énormément lu. Je lis facilement le double d'habitude, mais bon, comme c'est pas la quantité qui compte, mais plus la qualité, je suis contente parce que j'ai quand même fait de chouettes découvertes et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Est-ce que j'ai parlé pendant 1 heure? Probablement.